La colère, c'est pas quelque chose qui est négatif. Être en colère, c'est quelque chose qui fait passer à l'action. Si on a envie d'aller tout péter parce qu'on se rend compte qu'on est dans un modèle qui détruit tout, c'est absolument normal. Et je comprends. Moi, je suis extrêmement en colère. Mais j'utilise cette colère pour passer à l'action. Cette énergie-là, c'est une énergie mobilisatrice. Elle est fantastique. À voix haute pour la biodiversité, c'est le podcast de l'association Humanité et Biodiversité où la parole des jeunes fait la différence. Aujourd'hui, faites la connaissance de Quentin Travaillé, créateur de contenu avec son projet La Vie Partout. Découvrez son parcours, l'origine de son engagement, ses réflexions sur la transition écologique et les projets qu'il porte pour notre avenir et le bien commun. Je m'appelle Quentin Travaillé, j'ai 32 ans et je suis le fondateur du projet La Vie Partout. Et j'ai la joie de dire que c'est mon travail actuellement. Et c'est un projet qui a pour vocation de faire de la pédagogie sur la biodiversité qui est proche de nous. Alors, je suis originaire de région parisienne et la biodiversité, c'est un peu toute ma vie. Il n'y a pas vraiment eu prise de conscience. Souvent, on dit le moment où on a pris conscience qu'il y avait des choses qui se passaient autour de nous. Eh bien, moi, je l'ai depuis que je suis tout petit. Donc, c'est pas un concours, hein. Mais c'est juste que ça m'a jamais vraiment quitté. Pour donner un ordre d'idée, quand je devais avoir peut-être 5 ou 6 ans, à côté de là où mes parents avaient acheté leur maison, il y avait une maison en construction. Enfin, la maison n'était pas encore en construction, mais il y avait un endroit qui n'était plus tondu. Et je passais mon temps dans les hautes herbes, parce que quand on est petit, on est à hauteur d'herbe, et du coup, on voit le monde des insectes. Et en plus, j'étais un grand fan du film Microcosmos, que j'ai dû regarder, je pense, autant de fois que Le Roi Lion. Et forcément, ça m'a touché. Et avec le temps, l'avantage, c'est qu'il y avait des émissions, comme par exemple C'est pas sorcier. J'étais abonné à des choses comme Image Doc aussi, toutes ces choses-là, qui fait que du coup, je n'ai jamais vraiment quitté cette passion que j'avais pour les animaux et pour la faune, la flore, surtout la faune quand j'étais petit, et principalement les insectes. Il y en a, c'est les lions, les tigres, etc. Moi, c'est les insectes. Et plus tard, ça a été l'ornithologie aussi beaucoup. On m'a offert 2 choses en fait qui ont été hyper importantes. On m'a offert un mini microscope pour enfants. Alors là, incroyable, parce que du coup, non seulement je pouvais observer les insectes dans les jardins et dans les espèces de friches environnantes, mais aussi je pouvais observer tout ce qui était tout petit. Par exemple, mon chat a eu des puces à un moment, et j'ai passé des heures à essayer de capturer une puce pour pouvoir l'observer et voir comment c'est au microscope. Alors ça fait un peu bizarre, mais mine de rien, c'est passionnant. J'avais aussi eu des jumelles, et pareil, je pouvais observer les oiseaux. Alors là, c'était un grand kiff de pouvoir me balader, regarder des oiseaux, et accessoirement, je jouais énormément à Pokémon. On n'imagine pas à quel point Pokémon c'est important pour la construction d'un enfant. C'est bête, mais je vivais avec Pokémon ce que je vivais dans la nature. C'est-à-dire trouver des animaux particuliers, les capturer. Bon là, je les capturais pas quand j'étais petit, mais les capturer et puis les mettre dans un Pokédex. Moi, c'était un peu pareil. Si je pouvais voir les oiseaux que je voyais dans les bouquins ou les insectes que je voyais dans les bouquins, j'étais le plus heureux du monde. Et je le suis toujours. Alors oui, au départ, c'est une démarche volontaire de ma part, mais comme toute chose, je m'en rendais pas forcément compte et ça a été entretenu par mes parents. Par exemple, le coup du microscope qui m'a été offert par ma grand-mère, très clairement, c'est parce qu'ils voyaient que j'étais passionné par tout ça. J'ai été abonné par mes grands-parents aussi à des revues. Je recevais des petites fiches avec des animaux dessus aussi, ça a beaucoup aidé, notamment pour comprendre l'organisation. Ces fiches, je les rangeais dans des classeurs. Voilà, donc ça a été entretenu par donc mes grands-parents, mais aussi mes parents, qui me laissaient en fait me balader et dès qu'ils voyaient quelque chose, ils disaient «Oh Quentin, viens!» Et c'est une curiosité qui était vraiment, c'est le truc qu'on a tous et toutes quand on est enfant, je crois que c'est la curiosité. On est tous ou toutes plus ou moins curieux ou curieuses, et le truc c'est que cette curiosité peut se perdre au fur et à mesure. Et grâce, je pense, à ma famille, cette curiosité, je ne l'ai jamais perdue. Ce à quoi je suis particulièrement sensible en termes d'écologie et de biodiversité, c'est la disparition. En fait, c'est horrible. Je suis touché par le foisonnement de vie, et c'est particulièrement intense quand on se rend compte qu'un endroit où il y avait plein de vie avant a disparu. Et je suis pas vieux, hein, j'ai 32 ans. Je me rappelle par exemple être allé en Méditerranée, aller sur une plage avec mes parents, et une année j'étais là, waouh, incroyable, cette plage est fou, il y a des crabes qui passent sur le sable avec l'eau transparente, c'est fabuleux, vraiment j'étais là, c'est quoi cet Éden, c'est incroyable, c'est magnifique. On voyait des poulpes, il y avait des étoiles de mer, enfin vraiment c'était un endroit fantastique. 3 ans plus tard, on y est retourné sur cette plage, l'eau transparente était devenue trouble, il n'y avait plus de crabes, il n'y avait plus d'étoiles de mer. Et par contre, ce qu'il y avait beaucoup plus, c'était des bateaux. Beaucoup de bateaux.
et la plage avait été aménagée pour mettre plus de bars, plus de trucs avec de la musique, etc. Je devais avoir 11 ans et je me suis dit mais pourquoi c'est devenu moche? Et ça m'a beaucoup touché. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'à la base, c'était l'émerveillement, et au fur et à mesure, c'était de me rendre compte que il y avait de plus en plus de choses qui disparaissaient en fait. Et c'est toujours ça qui me touche le plus, mine de rien. En fait, c'est passé de quelque chose où j'étais émerveillé par le foisonnement de vie et l'explosion de vie qu'il pouvait y avoir à chaque printemps, qui est ensuite nourri par la détresse un petit peu de voir que cette explosion de vie, chaque année, est moins vivace, quoi, moins puissante. C'est l'émerveillement qui me nourrit, mais c'est la tristesse qui me fait passer à l'action parce que, en fait, on se rend pas compte de ce qu'on est en train de perdre. Je pense que le grand public ne s'en rend pas compte. Mais par contre, tout le monde se rend compte quand un écosystème est tellement, mais tellement foisonnant qu'il y a des fleurs partout, des papillons partout. Et pour le coup, ça nourrit l'âme. Donc c'est un peu ça qui m'anime. Depuis que je suis petit, je suis très amoureux de la biodiversité en général, avant même de connaître ce mot. Et je voulais en faire mon métier. Mais c'est pas évident du tout. Parce que globalement, à part le travail dans la recherche, ou alors travailler dans les études d'impact, c'est-à-dire les entreprises vont vouloir détruire un bosquet, ils font une étude d'impact pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent se rattraper d'avoir construit un immeuble sur une friche ou un bosquet. Ça, souvent, quand on travaille dans les milieux de la recherche écologique, en général, on finit par faire ce genre de trucs. Qui sont utiles, hein, d'ailleurs, hein, si ça vous intéresse, c'est très très bien, ce sont des métiers très utiles. En termes de sens, c'est un peu compliqué. Mais bon. Moi, personnellement, je me suis dit que mon travail, ce serait de raconter des histoires. Et je me suis dit, mais finalement, pourquoi est-ce que je raconterais pas des histoires sur ma passion, c'est-à-dire la biodiversité? Quand on parle de biodiversité, c'est un mot que je trouve un peu bizarre parce que la biodiversité, pour donner un ordre d'idée, c'est toutes les espèces, dont nous, qui nous entourent et qui composent les écosystèmes. Donc quand on dit toutes les espèces qui nous entourent, ça veut dire tout le vivant. En gros, ça veut dire tout, quoi. Donc on utilise un mot pour dire il faudrait qu'on fasse attention à la biodiversité. Ouais, enfin bon, en gros, il faut faire attention à tout ce qui vit, quoi. J'ai d'abord essayé de m'émanciper en essayant de trouver un métier qui me permette de gagner des sous. Et qui me permette du coup d'avoir des sous de côté pour être dans une précarité minimale, qui me permette de choisir le moment adéquat pour avoir du temps et développer un projet personnel. C'est hyper important. Et mine de rien, j'ai choisi un métier qui me permettrait d'acquérir des compétences, qui me permettrait ensuite de vivre de ma passion. Bon, ça s'est fait en lançant des projets personnels. J'ai lancé une chaîne de musique, j'ai appris à gérer les réseaux sociaux, j'ai donc pu travailler dans la publicité après avoir fait des études dans la publicité, et j'ai travaillé en community management principalement, en création social media. Et ensuite, une fois que j'ai fait ce métier-là et que j'ai eu l'argent de côté, et le chômage, merci le chômage, j'ai pu lancer le projet La Vie Partout. Et le projet La Vie Partout, j'ai eu cette idée en partant d'un constat assez simple. En fait, c'est en 2019, si je ne me trompe pas, il y a eu des incendies en Australie. Et ça m'a assez marqué. Parce que je me suis dit, tiens, mais tout le monde est hyper touché par ce qui se passe en Australie. Alors oui, voir des koalas qui brûlent, c'est assez choquant, et forcément ça touche. Mais je me suis dit, mais c'est bizarre, pourtant il y a plein de trucs qui se passent chez nous, et il n'y a pas plus d'émotion que ça. Comment ça se fait? Eh bien, je me suis dit, mais en fait, finalement, quand je regarde les documentaires qui sont diffusés un peu partout, on documente hyper bien la savane africaine, les lions, tout ça. On documente assez bien la grande barrière de corail ou la forêt amazonienne, mais finalement assez peu le vivant qui est proche de nous. On va être capable de citer pas mal d'animaux de la savane. Par contre, citer plein de petits mammifères qui vivent dans les forêts françaises, plus difficile. Alors, c'est pas une critique, hein, c'est juste un constat. On a une sorte de culte de l'exotisme, peut-être que ça vient de la colonisation, hein, je sais pas, mais qui font que l'ailleurs est toujours mieux que chez nous. Et ça, moi je trouve ça dommage. Parce que quand on a besoin de s'engager, souvent le plus facile pour s'engager et trouver un petit peu du sens dans notre action et notre raison d'être sur Terre, le plus simple c'est de s'engager à côté de nous. En plus, en France, on a l'avantage d'avoir énormément d'associations qui n'attendent que ça. Il y a France Nature Environnement et la LPO, ils n'attendent que ça, d'avoir des gens qui viennent les aider. Et surtout, en France, on a aussi des programmes de sciences participatives qui sont fantastiques. C'est génial, ça donne plein d'idées, ça fait prendre conscience de ce qu'il y a autour de nous, c'est utile pour la science et utile pour la préservation des écosystèmes. Enfin, c'est une manière, en tout cas, de s'engager. Je trouve qu'en général, le vivant, dès qu'on commence à mettre la main dedans, à condition qu'on reste curieux et qu'on se pose toujours des questions, ça nous récompense tout le temps. C'est plus difficile d'en vivre, faut être honnête avec ça, c'est vraiment plus difficile d'en vivre, mais on n'est pas obligé de faire de sa passion un métier. C'est toujours génial de le faire. Par contre, on a toujours la possibilité de donner du temps à ces causes-là. Quand j'ai créé La Vie Partout, je me suis demandé comment intéresser le grand public au sujet du vivant qui est proche de nous, vraiment très proche de nous. Et je me suis dit, bon,
qu'est-ce qu'il y a comme accroche ? Finalement, des pelouses, tout le monde les connaît. Et dans la pelouse, ça tombe bien, il y a des plantes médicinales. Il y a des plantes aussi qui sont comestibles. Donc je me suis dit, je vais parler de ça, tout simplement, parce que c'est facile. C'est facile, on peut avoir accès à des plantes comme les orties, le plantain. Voilà, c'est des plantes qui sont vraiment juste à côté de nous. Et en plus, l'avantage, c'est que c'est des plantes qui sont utiles. Donc je me suis dit, je vais parler de ça. Je vais parler de choses que tout le monde connaît. Et raconter un petit peu l'histoire qu'il y a derrière. Et l'usage qu'on peut en faire. Car j'ai remarqué que souvent, ce qui nous connecte, nous, humanité, ce sont les plantes. Et n'importe qui peut observer les plantes. En général, c'est un petit peu dur à regarder les plantes, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on regarde. Mais je considère qu'à partir du moment où on sait reconnaître une plante, elle s'allume comme dans une sorte de décor vert, hop, on la reconnaît. C'est un peu comme si on reconnaissait un visage connu dans une foule, un petit peu. Donc je me suis dit, je vais documenter sur les plantes proches de nous. Et ce qui est super intéressant, c'est que ces plantes-là, en général, on a des liens avec les gens qui nous ont précédés. Les gens qui vivent en fait dans notre territoire sont des gens qui ont été en contact avec ces plantes et qui ont trouvé des usages de ces plantes. Et du coup, ça nous connecte aussi à notre histoire qui est liée au territoire. On a beau être dans une société mondialisée, ça fait des siècles et des millénaires que l'humain travaille avec les plantes. Et j'ai l'impression qu'une fois qu'on a ouvert cette porte-là, que j'ai créé un petit peu de curiosité là-dessus, ou réveillé la curiosité pour les plantes, c'est quelque chose qui peut nous suivre à vie. Et les plantes, c'est la base de l'intégralité du vivant. Donc c'est une super porte d'entrée. Voilà, donc je me suis dit, il faut que j'arrive à parler à tout le monde, et mine de rien, j'arrive à parler à beaucoup de gens, et ça c'est cool. Je fais plusieurs millions de vues par vidéo, j'ai quasiment 500 000 personnes sur Instagram. Moi, à la base, je pensais faire un projet qui toucherait peut-être 100 000, avec, en toute modestie, je me suis dit, 100 000, ce serait bien, ou juste avoir une petite communauté pour parler à des gens des sujets qui m'intéressent, et pas forcément en vivre. Et maintenant, je peux vivre de cette passion, c'est trop bien. Merci beaucoup d'ailleurs à celles et ceux qui me suivent, c'est vraiment fantastique. Alors souvent, on parle de la jeunesse qui doit prendre conscience de la biodiversité et tout, mais on parle pas assez, je trouve, des passeurs de mémoire que sont toutes les autres personnes et tous les adultes qui sont en contact avec cette jeunesse. La jeunesse, elle est passionnée, elle est intéressée, elle a besoin de référentiels. Et souvent, je trouve que les adultes, actuellement, ne sont pas très sensibilisés à ces choses-là et considèrent ça comme accessoire. Quand on est jeune, je trouve qu'on est souvent extrêmement motivé. Et souvent aussi, on est énervé par le constat qu'on nous a légué. Personnellement, je suis particulièrement énervé de l'héritage qu'on nous donne. Toute la génération qui a actuellement entre 40 et 60 ans nous laisse des écosystèmes dans un état déplorable. Et il revient à nous, les jeunes, de restaurer ça. Alors ne pas être soutenu par les gens qui nous ont précédés, alors qu'on est là pour réparer les pots cassés, c'est vraiment très dur. Donc je considère que la jeunesse, pour beaucoup, sont sensibilisés aux enjeux, mais sont très seuls. En fait, souvent, il y a beaucoup d'éco-anxiété. Alors si vous êtes jeune et que vous écoutez ça, vous inquiétez pas. La nature, elle a plein de ressources pour se révéler et pour se redéployer. Il faut juste qu'on lui laisse la place. Le problème, c'est qu'il y a des vents contraires. Très clairement, on vit dans une société capitaliste qui fait son argent en transformant des ressources naturelles, donc le vivant, en argent. L'argent, ça se mange pas. C'est pas mal pour acheter de la nourriture, mais ça se mange pas. Et c'est quand même mieux quand on a des écosystèmes pleins. Et ça, je pense que la jeunesse en a conscience. Je pense aussi qu'il y a une jeunesse qui peut être un petit peu désabusée et se dire que finalement, le monde actuellement va mal et que il faut faire un petit peu son chemin de son côté pour réussir à se faire sa place. Ce qui n'est pas faux. Le fait est que si on est énervé par le monde qui nous a été légué, il revient à nous aussi de forger le monde qu'on veut pour demain. Et plutôt que de créer des cassures entre les gens et entre les centres d'intérêt, je trouve que le vivant, c'est ce qui nous réunit tous et toutes. Voilà, on va avoir des gens plutôt considérés à droite ou plutôt considérés conservateurs, mais qui sont souvent très concernés par l'état des campagnes. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui peut nous réunir. Il y a des gens en ville qui vont se sentir déconnectés des notions de biodiversité, etc., parce qu'ils en sont loin. Mais pourtant, on mange toutes et tous. Et on est connectés, en fait, par ce qui se passe. Quand on parle d'agriculture, ça nous concerne tous. Quand on parle de biodiversité, ça nous concerne toutes et tous. Sachant qu'en plus, on parle de climat d'un côté et biodiversité de l'autre, mais ces sujets-là, ils sont connectés. Et quand on est jeune aussi, on est plus proche de la curiosité qu'on avait enfant. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que la curiosité, ça récompense toujours. Et alors, du coup, il faut nourrir cette curiosité. Et généralement, c'est en restant curieux qu'on arrive à trouver sa place. En fait, je trouve ça très difficile de pouvoir être un peu partout. Quand on fait du militantisme, soit on fait du militantisme et on est partout, soit on se fatigue. Alors, j'ai un peu peur de me fatiguer, donc je vais m'engager beaucoup plus pour certains combats.
et en choisir certains où je me dis que là, je vais pouvoir vraiment être utile. Et quand je dis je, c'est pas moi tout seul, car la force que j'ai, c'est grâce aux gens qui me suivent. C'est grâce à vous, en fait, tout simplement, que je peux être invité à certaines conférences, que je peux être invité à prendre la parole sur certaines choses. Là, je vais être invité à différentes conférences, à différents événements où d'habitude je ne me rendais pas parce que j'avais pas le temps. Et là, je pense que il est temps de me bouger parce que si les gens me suivent aussi, c'est pour ce genre de choses. C'est pour pouvoir porter leur voix à ces endroits-là. C'est quelque chose que j'aurais pas fait moi tout seul. Mais maintenant que je me sens épaulé de ces centaines de milliers de personnes qui me suivent, je me dis que ensemble, on a la possibilité de faire changer des trucs. Je crois que le combat le plus fort, le plus important, c'est l'artificialisation des environnements. Ça, c'est un sujet qui est multiple. C'est-à-dire qu'il y a à la fois tout ce qui va être artificialisation en lien avec les pratiques agricoles industrielles. Donc monoculture, mécanisation à outrance, destruction des haies et pesticides. Tout ça, c'est ce qui dégomme majoritairement le vivant. Et il y a des choses simples à mettre en place pour ne serait-ce que endiguer un petit peu les dégâts, c'est d'avoir une volonté politique, notamment de replantation des haies. On en a beaucoup parlé de ça ces derniers temps, mais mine de rien, il y a des choses simples. Les scientifiques en parlent tout le temps pour concilier agriculture et agroécologie finalement. Et ça ne veut pas dire qu'il faut choisir entre manger et pas manger. Ça, c'est un clivage qu'on essaye de faire qui n'a pas de sens. Mais il faut une volonté politique parce que globalement, l'agriculture fonctionne sur subvention et fonctionne avec une volonté politique. C'est la politique qui vote les subventions par la politique agricole commune, etc. et qui aiguille du coup la manière dont on travaille et dont on fait de l'agriculture. Donc il y a plein d'agriculteurs et agricultrices qui attendent que ça en fait, et qu'on leur fasse confiance pour travailler avec le vivant, à condition qu'on les aide. Et l'artificialisation, ça passe aussi par le fait que la ville et que les espaces urbains, le périurbain principalement, les lotissements, les zones commerciales, etc., grignotent sur les espaces naturels. Généralement, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des zones qui sont considérées comme impropres à la culture, qui sont considérées comme sans valeur un petit peu. On va les bétoniser pour construire des centres commerciaux ou des maisons individuelles. Ça dégomme un nombre d'écosystèmes, mais on s'en rend même pas compte. Vraiment, j'ai pas les chiffres là, mais c'est énorme. Il y a un autre combat aussi qui est connecté, c'est l'amnésie écologique. En gros, on oublie au fur et à mesure des générations, on oublie comment était la nature avant. Et ce qui fait que du coup, c'est très difficile de se rendre compte de ce qui disparaît. Comment se rendre compte, par exemple, qu'avant, dans le ciel, il y avait des centaines d'oiseaux qui chantaient au printemps, si on a grandi dans un milieu où finalement, il n'y a plus qu'un merle qui chante. Donc, il faut pas oublier ça. Ce qui nourrit mon optimisme, on en a un petit peu parlé avant, mais c'est que le vivant, il a beaucoup de ressources. Dès qu'on laisse le vivant ou la nature, mais je préfère parler de vivant, s'exprimer, en général, ça revient vite. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles, mine de rien. Les rapaces, par exemple, les grands oiseaux, ont été protégés par des lois, comme quoi les lois, ça sert à quelque chose, et résultat, ils reviennent en France. Il y en a beaucoup qui reviennent, qui se répandent en France. Il y a plein de petites faunes qui va très bien, qui se réveillent parce qu'il y a plus de forêts, par exemple, en France. Donc il y a plein de choses qui vont bien. Quand on laisse le vivant s'exprimer, vraiment, les espèces, elles sentent que ça. Donc, il est possible de faire des choses, il est possible de s'engager. Je documente tout sur mon compte La Vie Partout, donc vraiment, venez voir si ça vous intéresse. Ça nourrit un petit peu l'optimisme, on montre un petit peu la manière dont il est possible de faire revenir le vivant. Et vraiment, le vivant, c'est quelque chose qui s'exprime d'une puissance. En quelques années, il est possible de faire revenir plein d'espèces dans un jardin avec pas grand-chose, quoi. Et généralement, en laissant faire, ça marche vachement bien. Alors, le remède contre l'éco-anxiété, c'est déjà d'éteindre les infos. En gros, il faut se dire que quand on s'intéresse un peu au vivant, on passe par à peu près toutes les phases du deuil. Mais l'éco-anxiété, ça en fait partie. Voilà, l'anxiété, le fait d'avoir peur de perdre, le fait de sentir que ça nous file entre les doigts, c'est hyper dur. Je suis passé par là, c'est hyper dur. Mais bon, on éteint les infos dans ces cas-là. Si on a pris conscience du truc, c'est bon. On n'a pas besoin d'avoir peut-être picouser tous les jours à une information horrible parce qu'il suffit de creuser pour en trouver tout le temps. Par contre, du coup, on peut utiliser cette énergie qu'on a gardée pour s'engager. Et pour moi, il n'y a rien de mieux que l'action pour pas être anxieux. En général, si on est anxieux, c'est parce qu'on a conscience qu'il y a un problème et qu'on ne fait rien pour résoudre ce problème. Donc, peut-être que participer, s'inscrire dans une association, prendre un peu de temps en temps, ou faire de la science participative, ça peut aider. Je pense que l'éco-anxiété, c'est un peu ce qui vient de générations précédentes. Les générations précédentes, elles n'ont rien fait pour ça. Elles n'ont rien fait pour le vivant. Mais par contre, quand on est jeune, actuellement, il revient à nous de forger et de fonder le monde de demain selon nos valeurs, selon nos enjeux, selon ce que nous, on a envie de voir advenir.
parce que c'est nous qui faisons le monde de demain et qu'on a besoin des générations qui nous précèdent pour nous soutenir. La colère, c'est pas quelque chose qui est négatif. Être en colère, c'est quelque chose qui fait passer à l'action. Donc il n'y a aucun problème à être en colère. Si on a envie d'aller tout péter parce qu'on se rend compte qu'on est dans un modèle qui détruit tout, c'est absolument normal. Et je comprends. Et même, il faut garder cette colère. Moi, je suis extrêmement en colère. Mais j'utilise cette colère pour passer à l'action. Cette énergie-là, c'est une énergie qui est mobilisatrice. Elle est fantastique. Merci à Quentin Travaillé pour son témoignage dans À voix haute pour la biodiversité, le podcast où la parole des jeunes fait la différence. Si vous avez aimé ce podcast, montrez-le sur votre plateforme d'écoute avec 5 étoiles et un commentaire. Pour agir et nous rejoindre, retrouvez Humanité et Biodiversité sur le web et les réseaux sociaux. Un podcast produit avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.